Au programme du jour, observation hydrosédimentaire de long terme et à large échelle. Donc, Jérôme Labille, donc directeur de recherche au CNRS CEREG, et Fabien Tollet, donc ingénieur d'études à l'INRAE Riverly, vont nous présenter le réseau de mesures hydrosédimentaires mis en place par l'OSR. Et puis, ils vont également faire des focus sur les résultats de cette observation long terme. On aura ensuite le plaisir donc d'avoir deux discutants pour lancer la séance de questions. Donc le témoignage de Sylvain Reynaud de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, qui est le gestionnaire du fleuve et qui est partenaire de l'Observatoire. Et puis on aura également le témoignage de Cédric Fisson, donc du GIP Seine-Aval, qui va nous emmener sur un autre bassin versant, donc sur un autre fleuve dans un contexte différent, mais avec des problématiques qui font écho à celles du Rhône. Donc cette présentation, comme tu l'as dit, elle s'intitule l'Observatoire hydrosédimentaire de long terme à large échelle, comment quantifier les flux de matière en suspension et de contaminants qui transitent dans le fleuve. Du coup, pour cette présentation, on vous propose, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, de répondre à deux questions. Donc, dans un premier temps, que sont les MES et les contaminants? Et puis, quelles sont les stratégies d'observation qu'on a mis en place pour ces matières en suspension et les contaminants? Ensuite, on vous présentera les outils qu'on a mis en place pour la gestion et la bancarisation des échantillons et des données, et puis quelques exemples de résultats avant de conclure. Donc, la première question, que sont les MES et les contaminants? Donc, la matière en suspension, qu'on appelle MES, c'est une fraction sédimentaire fine, de granulométrie comprise entre 0 et 63 microns. Elle est transportée donc par lessivage, souvent sur de longues distances et sans se redéposer. Et on considère que la suspension elle est homogène dans le cours d'eau latéralement et verticalement. Si on prend la représentation de la section de rivière qui est au centre, là, on a représenté la suspension fine de manière homogène sur toute la section, alors qu'on voit des points un peu plus grossiers qui représentent les fractions supérieures à 63 microns, qui n'est pas transporté de manière homogène, en fait, ni latéralement, ni verticalement. Et puis, ça paraît évident peut-être, mais les concentrations en matière en suspension, elles varient temporellement et souvent avec un très fort lien avec l'hydrologie, comme on pourra le montrer au travers d'exemples de résultats tout à l'heure. Alors, c'est à mon tour. Je vais prendre le relais en fait pour vous parler de contaminants tout au long de cet exposé avec Fabien, en démarrant par une introduction un petit peu généraliste sur les questions qu'on se pose sur le devenir des contaminants dans l'eau du Rhône, en l'occurrence, leur biodisponibilité ou plus généralement, qu'est-ce que c'est que le risque associé à un contaminant. Donc, je voudrais commencer par cette équation qui est en bas à droite, la définition du risque environnemental lié à un contaminant. C'est le produit de son exposition et de son danger. L'exposition, c'est quoi? C'est la quantité de contaminants qui est au contact de l'organisme, donc que ce soit par voie respiratoire, alimentaire ou bien dermique. Et le danger, c'est tout simplement son niveau de toxicité. Donc il convient de prendre en compte ces deux aspects-là pour estimer le risque global d'un contaminant. Et nous, aujourd'hui, enfin surtout moi, je vais surtout vous parler d'exposition puisque le devenir des contaminants dans l'eau du Rhône détermine cette exposition. Alors ce schéma à gauche vous présente trois devenirs justement. On a les polluants solubles en violet qui sont dans la colonne d'eau, en bleu clair ceux qui sont associés à la matière solide parce qu'ils ont une affinité pour le solide, et puis les polluants qui flottent en surface parce qu'ils sont hydrophobes. Et là vous pouvez vous demander, mais alors quid des matières en suspension? Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Effectivement, les matières en suspension n'étaient pas prises en compte sur ce schéma, donc je me suis permis de les rapporter. Comme vous le savez, l'eau du Rhône n'est pas toute bleue comme vous le voyez juste avant. Et qu'est-ce que ça implique, ces matières en suspension? Eh bien, ça implique que les contaminants qui ont une affinité pour la fraction solide vont se retrouver associés à ces particules micrométriques en suspension. Et ça va fortement déterminer leur devenir aux deux et leur exposition. Diapo suivante. Et alors, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur en fait dont il est question en termes de surface, je me suis amusé à une petite multiplication. Vous avez en photo l'exutoire du Rhône ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône en crue, de l'ordre de 2 grammes par litre de matière en suspension ici. Une surface spécifique, on appelle ça comme ça, en mètres carrés par gramme sur ces particules, de l'ordre de 10 mètres carrés par gramme, c'est typique pour des particules micrométriques comme on l'a dit, et puis un débit de l'ordre de 500 000 litres par seconde. Et si on multiplie ces trois valeurs, eh bien, on arrive à un résultat en mètres carrés par seconde qui est de 10 millions
de mètres carrés de particules en suspension qui passent ici à l'exutoire par seconde, en crue. Alors, ça ne nous parle pas beaucoup. Du coup, j'ai rapporté ça en nombre de cours de tennis. Un cours de tennis, c'est 200 mètres carrés, pardon. Donc, par seconde, ça fait 50 000 cours de tennis qui passent ici en surface d'échange. Donc, autant vous dire que c'est une surface prépondérante pour la dynamique des contaminants. Une autre manière de le dire, c'est que dans un bidon de 10 litres, on a un cours de tennis de surface d'échange sur ces particules en suspension. Voilà. Je repasse la parole. Voilà, donc du coup, dans un premier temps, on a souhaité vous rappeler les grands enjeux en fait qui ont motivé le déploiement instrumental. La volonté, c'était de pouvoir, dans un premier temps, mesurer les flux de matière en suspension et de contaminants, donc qui transitent dans le Rhône et les principaux affluents, et d'en quantifier les apports à la mer et d'en suivre les évolutions. Plus en lien avec le fonctionnement hydrosédimentaire du fleuve, c'est un des enjeux premiers. Le réseau a pour vocation à identifier ou à aider à identifier les zones de sédimentation et leurs potentiels effets sur les risques de crues et d'inondation. Et pour servir le même objectif, on cherche aussi à évaluer le colmatage dans les Rhônes court-circuités, puis ses effets comme l'impact sur les habitats ou la végétalisation. Ensuite, le réseau, dans la mesure du possible, il peut aussi aider à conduire les aménagements et à rendre moins impactantes les opérations de gestion sédimentaire. Et puis, les données qui sont produites, elles servent aussi à alimenter les modèles numériques qui sont utilisés lors de travaux de restauration. Donc, diapo suivante. Pour répondre à ces enjeux, on a identifié un certain nombre de besoins qui nous ont permis de définir notre réseau. Le premier d'entre eux, c'est de disposer de mesures continues de matière en suspension pour pouvoir observer les variations temporelles de manière assez fine, donc y compris lors d'événements hydrologiques comme des crues ou des opérations de gestion sédimentaire. Il faut savoir qu'avant l'OSR, la fréquence des mesures, elle n'était que ponctuelle, donc pas suffisante pour calculer des flux. Et puis pour illustrer cette nécessité de suivre temporellement finement les variations, on retrouve dans la littérature que par exemple, 50% des sédiments sont transportés en 9% du temps sur la Saône, alors que sur la Durance, qui est un cours d'eau extrêmement nerveux, il faut seulement 0,1% en fait du temps pour transporter 50% des sédiments. 50% des sédiments. Ensuite, pour évaluer la variabilité interannuelle, évidemment, on a souhaité réaliser ces observations sur le plus long terme possible. En fait. Donc, Bertrand l'a indiqué, l'OSR a démarré en 2009 et se poursuit toujours. Donc, ça rentre complètement dans ce cadre-là. On le voit sur la carte à droite, on a de nombreuses implantations urbaines, une grande diversité d'affluents avec des régimes hydrologiques très variés. Donc, du coup, pour la mise en place de notre réseau, il a fallu identifier les stations, donc sur le Rhône ou sur les affluents, pour avoir une bonne représentativité spatiale des flux de matière en suspension, mais aussi pour bien identifier toutes les sources de contaminants. Ensuite, au sein de notre réseau, on a souhaité proposer, comme on le verra un petit peu plus loin, des calculs homogènes de flux, en fait, pour l'ensemble des partenaires, et puis rendre nos données accessibles selon les principes FAIR. Diapo suivante. Voilà. Donc, concrètement, voilà, quelle stratégie d'observation on a mis en place pour les matières en suspension et les contaminants. Donc là, on visualise le bassin versant, en fait, avec actuellement 19 stations permanentes qui permettent de mesurer les flux de matière en suspension et de collecter des échantillons pour des analyses de contaminants. Donc, on voit sur le Rhône 3 stations principales qui sont matérialisées en rouge, en fait, donc où on mesure flux de matière en suspension et flux de contaminants. On voit aussi 7 stations matérialisées en jaune qui sont situées sur des affluents et qui, elles aussi, permettent de mesurer des flux de MES, des flux de contaminants. On a aussi 8 stations en vert, donc sur lesquelles actuellement on ne mesure que des flux de matière en suspension. On voit qu'il y a un gros maillage sur le Haut-Rhône,
voilà, sur ces stations. Et on bénéficie également d'une station permanente en mer, donc qui est dans le panache du Rhône, en fait, qui permet de suivre les flux de matière en suspension. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ces stations, elles sont recensées et détaillées dans des euh, fiches stations que vous pourrez retrouver. Bertrand nous mettra peut-être un lien vers ces différentes fiches, en fait. Voilà, diapo suivante. Donc, concrètement, comment on mesure les flux de MES en continu? Donc, nous, on s'appuie sur des mesures de turbidité qu'on met en place le plus souvent en berge. Donc, la turbidité, c'est quoi? C'est une mesure optique dans l'infrarouge qui permet, donc qui émet un rayonnement dans la colonne d'eau et ce rayonnement est diffusé vers un récepteur et le ratio de la lumière diffusée par rapport à l'énergie émise est proportionnel en fait à la concentration en matière en suspension. Dans la mesure où la turbidité peut être mesurée à très haute fréquence, en fait, c'est ce qui nous permet de reproduire le plus finement possible les variations naturelles en fait de concentration en matière en suspension dans le cours d'eau. Alors j'ai parlé de concentration en matière en suspension parce que la turbidité, on l'a convertie en concentration en matière en suspension, donc à l'aide de prélèvements sur lesquels on réalise des analyses de MES. Donc ces prélèvements, on les collecte soit manuellement, soit à l'aide d'échantillonneurs automatiques. Et ils nous permettent de construire, comme on le voit en bas à droite, une relation d'étalonnage entre la turbidité et la concentration en matière en suspension. L'asservissement des préleveurs d'échantillons ou turbidimètres permet d'optimiser la construction de ces courbes et d'avoir un panel de concentration mesuré et analysé assez important. Diapo suivante. Je relaisse la main à Jérôme, je crois. Bon, alors, quels sont les outils que nous utilisons sur le terrain pour prélever ces matières en suspension? Voici quelques photos. Pour vous donner une idée, on reconnaît la sonde turbidimétrique qui ne sert pas à prélever mais à mesurer les MES. On a le préleveur automatique, par exemple, qui consiste en une pompe qui est programmable et qui va nous permettre de pomper l'eau brute par un tuyau directement dans la rivière et de remplir ce carrousel de bidons, puis de venir le relever périodiquement. Mais très souvent, en fait, cette eau brute, elle n'est pas suffisamment chargée en matière en suspension pour nous permettre de les analyser au laboratoire. Donc, on va avoir recours à deux autres outils qui sont à droite, ce sont le piège à particules et la centrifugeuse. Et qui nous permettent de concentrer ces matières en suspension. Le piège à particules, c'est ce cube en inox que vous voyez, l'eau rentre par un trou d'un côté, ressort par un trou de l'autre côté, et puis des chicanes à l'intérieur vont briser le débit et permettre au MES de sédimenter. Et on récupère ça dans un panier. Quant à la centrifugeuse, bien sûr, elle est alimentée en continu par l'eau brute du Rhône et elle va nous permettre d'extraire la fraction solide du liquide et de rapporter ça au laboratoire. Diapo suivante. Au laboratoire, il y a plusieurs étapes de préparation d'échantillons en vue de leurs analyses. Alors, ça va être congélation, lyophilisation pour les sécher, ces MES, broyage, bien sûr des conditionnements dans des flacons adaptés pour éviter toute contamination extérieure. En termes de caractérisation physique, on va avoir de la filtration. J'ai un écho tout d'un coup. On va avoir sur les eaux brutes qui sont récupérées dans le collecteur qu'on voyait juste avant, on va faire de la filtration et peser ces filtres c'est la photo qu'on voit en bas à droite, pour avoir une concentration en milligrammes par litre, comme vient de présenter Fabien. On va aussi mesurer leur taille à ces particules par granulométrie. Et puis l'analyse chimique peut se faire sur les échantillons une fois séchés, broyés, les éléments traces métalliques et le mercure qui sont les contaminants analysés de manière récurrente, le carbone organique total qui lui est plutôt un indicateur de la matière organique naturelle présente dans ces matières en suspension. Diapo suivante. Du coup, on a souhaité vous rappeler également comment étaient calculés les flux de MES et de contaminants. Donc, le flux de matière en suspension, il est égal à la concentration en MES, telle qu'on vous l'a présenté à l'instant, et que multiplie le débit. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'observatoire, les débits, on ne les mesure pas directement, mais on s'appuie sur le réseau hydrométrique du bassin Rhône, donc à la fois les stations hydro de CNR ou d'Edréal,
et puis également de l'OFEV pour l'Arve en Suisse. Donc, le flux de matière en suspension, si on le multiplie par la concentration en contaminants particuliers, on obtient le flux de mercure, enfin de contaminants particuliers. Diapo suivante. Voilà, donc on va vous présenter maintenant les outils qui nous sont utiles pour la gestion et la bancarisation des échantillons et des données. Je crois que c'est Jérôme qui commence. Ah non, j'ai pas prévu. Alors, je vais le faire. Alors, du coup, c'est pas grave. Les échantillons qui sont collectés, donc Jérôme vous a présenté un certain panel d'analyses qu'on réalise en routine, mais on procède également, quoi qu'il arrive, à leur conservation dans le temps, en fait, et alors on les inventorie également. Pour ça, on a un outil qui s'appelle Banquise. Donc, les échantillons qui sont lyophilisés, broyés, sont conservés ensuite dans une enceinte à moins 80 degrés. Donc, soit pour des analyses ultérieures au sein de notre réseau OSR, soit éventuellement, pourquoi pas, pour les partager à d'autres équipes. Voilà, et sachant qu'actuellement, dans l'outil, on a bancarisé plus de 1700 échantillons. Voilà. Pour les données, on utilise une base de données qui s'appelle BDOH. C'est la base de données pour les observatoires en hydrologie, donc qui nous permet de capitaliser l'intégralité de nos données et puis les diffuser aussi dans la mesure du possible. Donc les données, elles sont qualifiées au sein de cette base de données, donc soit mesurées avec différents degrés de qualification. Elle peut être qualifiée mesurée valide ou mesurée douteuse. Et puis, quand on a des trous dans la production de données, on essaie de reconstruire les données manquantes, en fait, en estimant les données qui manquent. On va voir un exemple après. On a un outil de conversion de données disponible dans la base de données BDOH qui permet de convertir les turbidités en concentration. Donc, a priori, c'est un simple calcul, mais ça permet aussi d'historiser la manière dont on a produit ces données et éventuellement de remonter assez facilement dans ces conversions de données. La base de données, elle donne aussi à l'ensemble des partenaires un cadre homogène, c'est-à-dire que les calculs de flux tels que je vous les ai présentés tout à l'heure sont automatisés. Donc, que ce soit pour les flux de matière en suspension ou de contaminants. Et puis, on a un panel de fonctionnalités dans la base de données BDOH qui permet de visualiser, comparer, transformer les pas de temps et d'exporter les données. Donc, c'est accessible à tout le monde. La seule question, c'est qu'il faut créer un compte pour avoir accès à ces données pour une question de traçabilité. J'en ai parlé rapidement. On a des lacunes dans nos données. Donc, ce qu'il faut savoir déjà en amont de ça, c'est que toutes nos données sont validées par un opérateur. Il n'y a pas d'automatisme pour l'archivage des données dans la base de données BDOH. Et comme on s'appuie sur des mesures, sur des capteurs physiques ou sur des systèmes de collecte, ils sont parfois défaillants. Donc, que ce soit pour les suivis de concentration en matière en suspension ou pour les contaminants, on procède à des reconstructions de chroniques, en fait, à des comblements de lacunes. Donc, j'en prends l'exemple pour les concentrations en matière en suspension. On s'appuie sur des relations, donc une pour chaque affluent ou chaque station sur le Rhône, des relations MES-débit. Donc, on établit pour chaque station ce type de relation comme est présenté en bas à gauche. Voilà, et donc ça nous permet, en cas de défaillance de données, de s'appuyer sur les données en cas de défaillance de capteurs de turbidité, de s'appuyer sur les données de débit pour recalculer des données estimées. Donc l'exemple de la courbe en bas, là, de la chronique, on voit que les données en bleu sont des données valides, donc issues de vraies mesures. Et puis, on a eu une défaillance de capteur pour laquelle on a essayé de reconstruire en s'appuyant sur la relation MES-débit ces fameuses données. Donc ça, c'est les données qui sont matérialisées, estimées en orange.
Donc ici, on voit que ça matche plutôt bien, c'est plutôt continu. C'est pas toujours le cas dans la mesure où on a beaucoup de dispersion sur les données de calage. Et par moment, on voit un petit peu les coutures entre la courbe bleue et la courbe orange. Diapo suivante. Actuellement, l'ASNR travaille sur l'intelligence artificielle pour l'estimation des concentrations en matière en suspension. Et du coup, on voit qu'il y a un bel avenir en fait sur ce modèle qui utilise l'IA pour faire évoluer nos modèles de comblement de lacunes en fait. Et pour l'amélioration des productions, des prédictions, pardon, on ne s'appuie pas uniquement sur une relation MES-débit comme on le fait actuellement, qui est très locale, mais sur un ensemble de variables qui sont pas uniquement situées au droit de la station, mais à différents endroits du réseau. Ces variables, ça peut être la pluie, le débit ou des temps de transit entre stations. Pour illustrer tout ce qu'on pense de bien de ce modèle d'IA, on avait par exemple une lacune sur notre station de Bompa, donc on voit donc sur la Durance qu'on voit sur la carte en bas à gauche. Cette lacune, elle a eu lieu pendant une crue fin 2019. Donc, sur le graphique à droite, je vous présente en bleu la reconstruction qui est faite en s'appuyant sur la relation MES-débit. Mais quand on a reconstruit cette courbe, on s'est rendu compte, en faisant nos bilans de flux donc sur le Rhône à Arles, qu'on avait une surestimation de 10 mégatonnes sur l'apport de MES. Donc, c'est quand même pas négligeable. On est allé chercher, en s'appuyant sur la station de Malmort, donc qui est exploitée par EDF, qui est un petit peu en amont de Bompa sur la Durance, les données vraies mesurées à Malmort, et on s'est bien rendu compte que notre modèle MES-débit surestimait les concentrations en matière en suspension. Ce qui a été vérifié ici par la courbe rouge, qui est la MES estimée en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, et qui donc cette loi, elle a été appliquée à Bompa, et les valeurs estimées à Bompa matchent plutôt bien avec les valeurs vraies mesurées à Malmort. Donc, on place beaucoup d'espoir dans la reconstruction de données grâce à l'IA notamment. Diapo suivante. Donc voilà, maintenant on va vous présenter quelques exemples de résultats, aussi bien sur les flux de matière en suspension que sur les flux de contaminants. Donc je commence avec alors la plus large échelle possible, la plus large échelle spatiale et la plus large échelle temporelle en fait sur l'ensemble du bassin avec l'ensemble de nos données. Donc le graphique présente des histogrammes cumulés, donc pour chacune des contributions des différents affluents, et on oppose ces valeurs de cumul à la station de Beaucaire, donc qui est la station à l'exutoire du Rhône, qui est représentée par des croix. Donc on voit que les bilans annuels sont proches de l'équilibre globalement, sachant qu'en moyenne, on a noté qu'on avait sur un flux moyen annuel de 4,7 mégatonnes de MES à l'exutoire. En revanche, les données avant 2014, qui comportent une grosse partie de données reconstruites qui sont matérialisées ici en hachuré, c'est pas là où ça matche le mieux, en fait, notamment parce que nos modèles de reconstruction utilisés, basés sur un modèle MES-débit, c'est plutôt incertain et ça présente pas de bons résultats. Diapo suivante. Les mêmes données à l'échelle de l'ensemble du bassin, mais cette fois de manière chiffrée, dans le tableau, sont ici représentées sous forme de camembert, et ça permet de vraiment mettre en évidence en fait la part importante de la Durance et de l'Isère en termes de flux à l'exutoire. En fait, on a plus de 3/4 du flux de tout notre bassin à l'exutoire qui est transporté par l'Isère et par la Durance, qui sont des cours d'eau extrêmement nerveux, et comme on a pu le voir peut-être sur le graphe d'avant,
il y a beaucoup de variabilité annuelle en fait en lien avec l'occurrence des crues sur ces différents cours d'eau. Et puis, au contraire, au Rhône, qui lui est matérialisé en bleu, on se rend compte qu'il y a pas, qu'il transporte moins de flux de MES. Sa contribution, elle est inférieure à 15% au flux à l'exutoire. Diapo suivante. Donc, du coup, maintenant, je m'intéresse à une échelle spatiale un petit peu moins importante, mais toujours sur le même type de représentation. Ici, je compare le flux mesuré à Jonc, donc qui est directement sur le Rhône, donc matérialisé par les croix bleues sur le graphique, par rapport au flux cumulé des deux affluents qui sont l'Arve et le Fier, qui sont les principaux contributeurs du Haut-Rhône. Et pour cause, la moyenne de flux cumulé de l'Arve et du Fier, c'est 0,7 mégatonnes. Et le flux mesuré à Jonc moyen est de 0,72 mégatonnes. Donc on peut faire cette assimilation, entre guillemets, que le flux de Jonc, c'est le flux de l'Arve plus le flux du Fier. En termes de... Tu peux faire un clic, Bertrand, s'il te plaît. En termes de temporalité, en fait, j'essaie de changer d'échelle, là, cette fois-ci, et je représente sur l'axe de gauche les flux cumulés sur, alors, d'une part, Jonc en bleu et en violet, les flux cumulés de l'Arve et du Fier, en fait. Et on voit que la temporalité permet de mettre en évidence des dépôts ou des reprises de sédiments au fil du temps dans le Rhône, puisque les deux courbes sont pas toujours superposées en fait l'une à l'autre. Donc on a cet effet dépôt-reprise mis en évidence de cette manière. On va faire un zoom maintenant sur cette partie de la courbe. Vas-y, diapo suivante. Donc le zoom, on reprend sur la partie haute de la courbe les flux cumulés à Jonc et la courbe violette Arve plus Fier. Sur la courbe en dessous, j'ai ajouté le débit en fait sur la station de Jonc en fait pour comprendre l'effet de l'hydrologie en fait sur le transport de nos sédiments et sur ces actions dépôt reprise de sédiments en fait. On voit que la courbe bleue s'écarte de plus en plus, le flux cumulé à Jonc s'écarte de plus en plus du flux cumulé Arve plus Fier, tant que l'hydrologie n'est pas très soutenue en fait sur le Rhône à Jonc. Et dès qu'on a l'apparition de crues assez importantes, les débits qui sont très soutenus ici sur la fin de la période permettent de rééquilibrer ces cumuls de flux en fait entre ce qui se passe à l'amont du bassin et ce qu'on voit sur le Haut-Rhône, donc enfin sur le Rhône à Jonc. Diapo suivante. Ici, c'est à mon tour. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques illustrations de résultats sur la mesure des contaminants dans ces matières en suspension, avec cette première figure à droite qui vous illustre le flux temporel de concentration de 5 contaminants, donc de 2008 à 2019. Ce sont la somme de 7 PCB, puis 4 métaux, l'arsenic, le zinc, le chrome et le plomb. Et c'est pour vous montrer à quoi ressemblent les données brutes que permet de générer un dispositif comme l'OSR. Et qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant de ces données? Tout d'abord, en sortir des valeurs de concentration. Ici, elles sont exprimées en milligrammes de contaminants par masse de matière en suspension sèche, donc par kilogramme plutôt. Ça nous donne une idée de la concentration, mais cette évolution temporelle, elle nous donne aussi, nous permet de détecter d'éventuelles tendances à l'échelle de l'année, d'abord avec des fluctuations saisonnières. Un élément qui nous saute aux yeux sur ces figures, c'est ce pic dans l'été 2014. En fait, très souvent, on observe un pic de concentration des valeurs les plus élevées en concentration en période d'étiage estivale, donc, et inversement en période de crue. Donc ça, je reviendrai éventuellement dessus tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et à plus grande échelle, on peut voir d'autres tendances, comme c'est ce qu'indique la droite en pointillé rouge en général, qui, elles, vont plutôt être liées à l'évolution de l'activité anthropique, donc sur une dizaine d'années, comme l'indique la chute de la production des PCB tout en haut, ou bien, par exemple, pour le chrome, on a plutôt une tendance ascendante
alors qui n'est pas forcément relié avec une pollution d'origine anthropique, mais parfois ces éléments peuvent être aussi d'origine naturelle, liés à l'érosion des sols qui tend à s'augmenter, par exemple. Donc maintenant, on va se poser la question de OK, on a des concentrations, mais qu'en est-il en termes d'enjeux sanitaires, voire même, et de flux? Donc, diapo suivante, pour les enjeux sanitaires, bah, une approche va consister à mettre ces valeurs mesurées sur le terrain en regard de valeurs seuil de toxicité révélées existantes dans la littérature. Donc, c'est ce que indiquent ces boîtes. Ici, en bleu, vous avez les données du terrain à Arles, donc à l'exutoire du Rhône, et puis à Jonc, à hauteur de Lyon. Et en rouge, les données de la littérature, donc les seuils de toxicité dont je parlais, avec une limite basse qui n'est pas d'effet toxique si on est en dessous, une limite haute qui est effet toxique très probable. Ce qu'on peut voir d'abord, alors j'attire votre attention sur le fait que les échelles verticales ne sont pas les mêmes. Donc ce que révèlent ces figures, c'est que les concentrations, on a un gradient de concentration qui est le zinc est le plus élevé, suivi du chrome, du cuivre, du plomb, de l'arsenic et du cadmium, mais que l'ensemble de ces valeurs de métaux est plutôt en deçà des seuils d'alerte de toxicité. En revanche, concernant le nickel, on ne peut pas en dire autant. Comme vous pouvez le voir, les valeurs mesurées sont exactement du même niveau que les valeurs de toxicité révélées dans la littérature. Donc, on a un élément plus préoccupant ici, dont il serait pertinent il est pertinent de suivre, de surveiller l'évolution. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Donc, maintenant, en termes de flux, qu'en est-il sur ces contaminants? Cette figure récupérée de Delisle en 2020 représente Alors cette fois-ci, on n'est plus en milligrammes de contaminants par masse de sédiments, on est sur une valeur moyenne totale en tonnes de métaux, en tonnes de contaminants véhiculés par an. Et ça a été moyenné sur une période de 2008 à 2018. 5 contaminants, deux pesticides, l'AMPA et le glyphosate, le PCB, pyrène et le plomb. Ce qu'on peut voir, ce sont des évolutions plutôt synchrones de tous ces contaminants et qui sont relativement bien corrélés avec les flux de matière en suspension en marron. Euh, ce qui découpe en fait ce dessin au cours de l'année, ce sont 3 pics que l'on va pouvoir identifier en allant rechercher les stations en amont. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Toujours dans ce même papier. Alors, cette fois, sur ces figures, on a beaucoup plus de contaminants qui sont retracés, mais on retrouve très bien ces 3 pics en aval du Rhône et qu'on va pouvoir identifier. Comme je disais, vous voyez que le pic de novembre est très facilement attribué à la Durance, donc à une composante d'origine pluviale méditerranéenne, alors que le pic de janvier, lui, va plutôt être à relier à un pic de contaminants sur la Saône, donc d'origine pluviale plutôt océanique. Et alors que le troisième pic, lui, révèle une troisième contribution qui est la composante nivale que l'on va retrouver très fortement exprimée sur l'Isère et qui est liée en fait à la fonte des glaciers au mois de mai-juin. Donc voilà comment ce maillage géographique nous permet d'aller rechercher les sources non seulement de MES mais aussi des contaminants que l'on retrouve en aval. On peut aller plus loin même avec tous ces éléments, comme vous l'a présenté tout à l'heure Fabien, avec des bilans de masse, des flux de MES entre les différents, avec les contributions des différents affluents, eh bien, on a essayé de faire le même exercice ici avec les contaminants cette fois-ci, où chaque couleur de l'histogramme représente la contribution d'un des affluents qui a été mesuré, hein, alors qu'en rouge, c'est la valeur en aval mesurée. Donc, on retrouve les HAP, les PCB, glyphosate, AMPA et zinc. Donc, on va être capable d'exprimer les contributions relatives en rouge, par exemple, de la Saône, qu'on voit très bien sur le glyphosate, ou de l'Isère sur l'AMPA en violet, par exemple. Et alors, je vais pas rentrer dans la lecture de ces données-là, on pourra y revenir éventuellement, mais ce que ça révèle aussi, c'est que souvent, le bilan de masse ne boucle pas, comme vous pouvez le voir. On est très souvent déficitaire. Et si notre bilan en aval est supérieur, si la concentration en aval est supérieure à la somme des affluents en amont, ça veut dire qu'on a des intrants qui n'ont pas été pris en compte dans le continuum, ou inversement, si on a un excédent, eh bien, c'est que ces contaminants sont disparus, par exemple par sédimentation ou dégradation au cours de leur transport. Donc, afin de creuser un peu plus cette question des intrants qui sont mal pris en compte au sein de l'OSR, ce sont des travaux beaucoup plus récents que je vais vous présenter pour terminer ici.
sur ce qu'on appelle le Y lyonnais. Parce que vous voyez ces trois points qui sont la Saône et Jonc, qui sont deux composantes amont, donc la Saône et puis le Rhône amont, et puis un point en aval qui est situé à Andancette. Et notre hypothèse de travail ici, c'est que la somme des deux points amont doit donner la valeur de contaminant que l'on retrouve à Andancette en aval. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous me voyez venir, en fait, c'est l'hypothèse de la contribution de la zone urbaine qui pourrait apporter un flux de contaminants supplémentaires. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, avec des premiers résultats concernant les HAP qui marchent plutôt bien, comme vous pouvez le voir. En fait, en bleu et orange, c'est la somme des deux points amont, et puis le tiré noir, c'est le point aval. Nos bilans ne bouclent très très mal. Il nous manque 30% au moins pour les HAP et jusqu'à 70% pour les deux HP. Donc, qui suggère très fortement des apports de l'agglomération, de la zone urbaine pardon, de Lyon pour contribuer à ce bilan de masse. Et puis, on a fait également cet exercice, ça sera ma dernière diapo de résultats, avec les métaux, où là, vous pouvez voir que le plomb, le chrome, le zinc et l'arsenic, j'ai oublié de vous dire que les valeurs à gauche sont celles qui sont tracées à droite, ces quatre métaux-là bouclent plutôt bien, donc pas d'apport significatif de la zone urbaine. En revanche, un déficit concernant le mercure de l'ordre de 14%, et justement 14-16%, c'est ce qu'on a estimé comme pouvant être a priori rejeté par les déversoirs d'orage et les stations d'eau d'épuration des eaux usées de la zone urbaine de Lyon en étudiant la littérature associée. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, on en a terminé. Donc, Fabien, c'est toi qui va faire la conclusion, effectivement, je te laisserai les perspectives. On vous a présenté donc le réseau d'observation de l'OSR, donc nos 19 stations, qui nous permettent, comme on vous l'a montré, de mesurer des flux de matière en suspension à différentes échelles spatiales et temporelles. Même si pour les flux de MES, je suis peut-être resté sur très dézoomé en fait, mais on peut aller bien plus ciblé au niveau spatial. Et puis, Jérôme vous a présenté également les mesures et des résultats de mesures de flux de contaminants et de MES associés. Tout ça, ça doit pouvoir aider à comprendre le devenir et la dynamique d'interaction des MES et des contaminants de la source à l'exutoire. J'ajouterais peut-être ici que les méthodes qu'on vous a présentées, elles ne sont pas forcément universelles, qu'il en existe peut-être d'autres et que peut-être que les grands témoins qui vont suivre après pourront nous présenter nous apporter leur expérience à ce sujet-là. En fait. Notre réseau d'observation, il a également le double enjeu peut-être d'aider à définir les actions de restauration, d'aménagement sur les tronçons et puis d'aider dans les opérations de gestion sédimentaire. Et son deuxième enjeu, c'est de mesurer peut-être les réponses du fleuve à l'ensemble de ces actions. Diapo suivante. Perspective, c'est moi? Allez. Oui, bon. Fabien l'a mentionné tout à l'heure, quelques idées de perspective. Donc, il l'a mentionné, je disais, la mise en œuvre des comblements de lacunes en utilisant l'intelligence artificielle qui démarre, et qui est très encourageante, qui peut être rendue opérationnelle sur certaines stations, mais qui cependant n'a pas vocation à remplacer le dispositif expérimental qu'on vous a présenté aujourd'hui, qui est déployé actuellement. Aujourd'hui, nous sommes Donc, ce dispositif, il a généré 900 chroniques continues et discontinues et plus de 1700 échantillons qui sont bancarisés, donc dans la base de données BDOH pour les données, et puis banquise pour les échantillons à moins 80 degrés. Et l'idée ici, en perspective, c'est ces données, comme il l'a dit, sont accessibles. Donc, n'hésitez pas à venir les demander pour les utiliser, les exploiter dans vos projets à vous, à titre de comparaison avec d'autres bassins versants, par exemple. Développer l'apprentissage machine pour tracer la source des matières en suspension et des contaminants, vous l'avez compris, ce sont des questions très, très actuelles qui nous animent encore aujourd'hui. Et bien sûr, en termes de perspective, les contaminants émergents, je vois une question au même moment qui arrive sur les PFAS.
les microplastiques, ce sont les deux dont nous parlons le plus aujourd'hui. Il y a eu des essais, on pourra en reparler, sur ces deux types de contaminants qui ont déjà démarré, alors qui ne vont pas forcément être suivis en continu avec le même maillage qu'on a présenté aujourd'hui, mais c'est des contaminants d'intérêt pour l'OSR également. Et puis, une autre vocation de l'OSR, bien sûr, c'est d'alimenter des modèles de scénarios liés au changement climatique à travers cette meilleure compréhension du continuum fleuve tel qu'on vous l'a présenté aujourd'hui. Eh bien, l'idée est de se projeter sur des scénarios liés à des changements globaux. Par exemple, je parlais de composantes nivales avec la fonte des glaciers, des événements extrêmes, etc. Donc, ce genre d'événement peut être plus finement modélisé à travers la connaissance qu'on a acquise sur l'OSR aujourd'hui. Et là-dessus, il me reste à vous remercier pour votre attention. On a inséré dans le diapo quelques références que nous avons exploitées au cours du diaporama, qui vous seront accessibles ici. Et à rendre la parole à Bertrand. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme, Fabien, pour votre présentation très complète, très riche. Alors vous avez un petit peu dépassé votre temps, mais dans le même temps, Olivier, Jérôme, Marina ont déjà commencé à répondre aux questions dans le chat, donc ils vous ont aussi gagné du temps. Donc merci aux scientifiques à distance qui ont participé à apporter ces réponses. Euh, je vais laisser la parole tout de suite donc aux discutants et notamment à Sylvain Reynaud et en rebondissant sur l'ouverture que tu as faite, Fabien, au niveau de l'utilité ou du moins de l'usage que le gestionnaire du fleuve peut faire des résultats du réseau de suivi et comment est-ce que ce réseau de suivi et les résultats, les bilans de flux notamment, peuvent aider à la conduite des opérations de gestion. Et donc Sylvain Reynaud va nous apporter un éclairage de la CNR. Sylvain, je te laisse la parole. Merci Bertrand. Donc Sylvain Reynaud, je suis référent en gestion sédimentaire et je travaille au sein de la Compagnie nationale du Rhône. Donc la compagnie a été créée en 1933 et c'est l'entreprise qui possède donc les barrages qui sont le long du Rhône, qui fait aussi du photovoltaïque et de l'éolien. Et on produit 25% de l'hydroélectricité française. Alors CNR a commencé à mesurer les MES à travers les chasses que nos collègues suisses font à Verbois depuis 1942. Donc pendant une semaine, 15 jours, les équipes de CNR mesuraient tous les 3 ans les matières en suspension. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans les années 60 aussi autour des chasses ISER qui sont faites par nos collègues d'EDF sur ces sujets-là. Et puis le sujet a un peu disparu de nos compétences. On continuait encore à mesurer donc ces opérations suisses, mais autrement on mesurait plus rien. Et puis en 2016, pardon, nos collègues là, qui suivaient les opérations suisses nous ont dit, pour des raisons de sécurité, ça serait bien qu'on mette des appareils automatiques plutôt que d'envoyer le personnel depuis des ponts pour mesurer les matières en suspension en pleine nuit. Et donc, à partir de 2016, on a mis en place un réseau de turbidimètres le long du Rhône. Donc aujourd'hui, on a 7 stations sur le Rhône. On a une station à l'amont de Valence à Saint-Vallier, puis une station à l'amont d'Avignon à Chusclan. On a nos collègues d'EDF qui mettent aussi à contribution leur station de MES sur la Durance et l'Isère. Ils ont aussi quelques stations sur les centrales nucléaires, mais pour l'instant, on n'en dispose pas, mais ça pourrait aussi être quelque chose qui serait pas mal pour l'avenir. Alors, sur ce réseau de turbidité, les équipes de CNR assurent de la maintenance, font des prélèvements, comme on vous a expliqué, des analyses pour mesurer les concentrations, critiquent les données, puis reconstituent les lacunes. Et donc tout ça, on met ça à la disposition de l'Observatoire des sédiments du Rhône. Donc c'est les chroniques là, qui vous ont été montrées, qui sont utilisées derrière par toute la communauté scientifique. Alors en termes d'utilisation, moi la première fois que je me suis servi de ces données, c'est pour les flux de PCB à la mer. On avait un gros programme de réhabilitation des marges alluviales sur les Vieux-Rhône qui consistait à débloquer des sédiments anciens qui étaient sur les berges du fleuve. Et ces sédiments anciens avaient des pollutions au PCB
Et donc, on se retrouvait à se poser la question, mais est-ce que en remettant en suspension ces sédiments, on risquait de créer des pollutions importantes en PCB? Et donc, on a reconstitué à partir des mesures de matière en suspension et des concentrations en PCB le flux qui naturellement arrivait dans la Méditerranée. Et on a pu le comparer au flux qu'on allait restituer à travers nos opérations de marge alluviale. Et donc, on s'est rendu compte que les quantités relâchées étaient bien minimes par rapport à ce que le fleuve transportait naturellement. Et donc, ça nous a permis de continuer à pouvoir faire ces opérations de réhabilitation de marge alluviale avec l'agence de l'eau et l'État derrière. Autre sujet, euh, donc le fleuve Rhône transporte énormément de sédiments fins et CNR réalise énormément de dragage, d'entretien sur ce fleuve. Et on s'est posé la question, pareil, de l'impact de ces travaux de dragage par rapport à la quantité de sédiments qui transitaient dans le fleuve. Et en fait, on s'est aperçu que nos travaux de dragage finalement représentaient moins de 5% du flux naturel qui passait sur le fleuve. Et donc là, pareil, en termes d'impact, ça nous a permis de relativiser ces éléments-là. Un dernier point que je voulais vous partager, c'est que on a en raccourci quand on voit des jeunes chercheurs ou des jeunes personnes qui débarquent sur le fleuve, l'envie de, à partir des réseaux de flux, de faire des bilans entre ce qui rentre et ce qui sort sur un tronçon et de se dire bah, la différence doit être ce qui s'est déposé en cours de route. Et en fait, on s'aperçoit quand on compare ces mesures de flux aux mesures bathymétriques que ça marche moyennement bien dans la mesure où notre réseau turbidimétrique ben, mesure pas toutes les matières qui passent dans le Rhône. Donc, évidemment, on mesure ni les galets ni les graviers, mais le Rhône a très peu de déplacements sur ces granulométries-là. Par contre, il y a des quantités significatives de matières donc supérieures à 63 microns qui se déplacent dans le fleuve et qui interviennent dans nos bilans bathymétriques qu'on ne voit pas passer à travers notre réseau de turbidimètres. Donc voilà, attention sur les personnes qui utilisent ces données-là, en se disant qu'on est bien sur les matières en suspension qui sont, comme son nom l'indique, en suspension à proximité de la surface du fleuve, mais on loupe une partie du transit sédimentaire qui se fait et qui évolue beaucoup plus doucement dans nos retenues à travers ce sable donc, qui se stocke et se déstocke au gré des crues. Voilà, j'ai à peu près fini mon commentaire, Merci. Bertrand. Merci beaucoup Sylvain. Et puis je vous propose sans transition, parce qu'on est un peu en retard, de passer au témoignage de Cédric Fisson et donc de partir sur la scène. Cédric, je te laisse réagir à la présentation et puis voilà, faire le parallèle avec les actions qui peuvent être conduites sur ton bassin versant et sur... Ouais, pas de souci, merci. Ça ouvre sur plein de choses. Je me présente peut-être rapidement. Donc, Cédric Fisson, moi, je travaille pour le GIP Seine-Aval, qui est la structure qui pilote le programme de recherche Seine-Aval sur l'estuaire de la Seine, programme qui a 30 ans cette année et qui s'intéresse à la fois au fonctionnement physique de l'estuaire, qui s'intéresse à la qualité de l'eau, qui s'intéresse à sa restauration écologique. Donc, pas mal de thématiques un peu communes avec ce que vous faites sur le Rhône. Et notre spécificité, c'est ce rôle d'interface entre la science et la gestion. Donc, ça colle pile poil avec le propos d'aujourd'hui. Et sur le milieu estuarien, donc la zone soumise à la marée, donc la partie aval de la Seine, les 160 derniers kilomètres. Alors aujourd'hui, sur cet estuaire, qu'est-ce qui existe en termes de suivi, je vais dire pérenne, il y en a deux par rapport à ce qui a été évoqué aujourd'hui. On a d'abord un suivi à haute fréquence avec des mesures toutes les 5 minutes, notamment de turbidité, qui est le réseau Synapse, et qui nous permet voilà, d'estimer les flux entrants et sortants de l'estuaire avec ces mesures de turbidité. Et sur la contamination, on a des mesures, là c'est l'agence de l'eau qui opère ça, sur les sédiments déposés sur les banquettes latérales, donc plutôt les sédiments intertidaux, qui vont nous donner du coup une estimation de cette contamination chimique particulière, enfin on va dire déposée dans l'estuaire. En complément de ces suivis-là, on pilote pas mal de projets de recherche, donc des actions plus spécifiques. Et je voulais juste voilà, revenir sur quatre qui sont en lien avec ce qu'on a évoqué là. Le premier gros questionnement, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de notre système?
Pour ça, du coup, on a nos suivis, là, je vous disais, à haute fréquence, qui permet de voir les apports en particules sédimentaires. Et là, il y a un indice qui est en train de, enfin, qui est développé par l'IFREMER, qui permet d'avoir le rapport entre les sables et les vases, avec un couplage de mesures acoustiques et optiques, donc qui permet d'aller un petit peu plus loin que seul alors là, on l'a juste fait à l'embouchure, nous, pour l'export. Pour aller un peu plus loin que l'export des vases, mais du coup qui permet de commencer à réfléchir à cette dynamique du sable également. Euh, on ne fait pas encore, mais qu'on pourra y associer où ça commence, des mesures de contaminants. On en a fait un petit peu de mesures de contaminants avec des pièges pour mesurer le flux entrant dans l'estuaire sur des contaminants classiques pour l'instant, mais on a envie de mettre ça de façon un peu plus pérenne, de mettre ça en place et puis d'aller plus loin aussi sur les contaminants émergents. On a les mêmes que chez vous, hein, PFAS, plastique, un peu les mêmes questionnements sur les nouveaux également, avec tous les contaminants plus classiques, historiques qu'on a pas mal forcément en scène. Euh, Deuxième chose, question qu'on se pose, au-delà de ce qui rentre et de ce qui sort, quelle est la dynamique de ces apports? Qu'est-ce qui arrive en période de crue, en période d'orage? Donc là, on a un projet qui s'appelle ce projet Taranis, qui a été piloté par l'IFREMER, où il y avait notamment des pièges à sédiments. Donc on avait piqué, c'est les mêmes que les vôtres. On avait piqué vos plans, et qui ont été déposés en période de crue, en période d'orage, à différents endroits de l'estuaire de Seine, pour capter les particules qui arrivent sur ces moments-là, avec des mesures derrière de chimie et aussi des bioessais pour voir un peu la charge toxique qui est véhiculée pendant ces moments-là, pour voir si finalement c'est ces moments particuliers qui apportent une toxicité ou qui remettent en suspension une toxicité dans la Seine par rapport au flux qui arrive un petit peu tout le temps, j'allais dire. Troisième question, c'est le lien, et là aussi vous l'avez évoqué, entre les stocks et les flux. On a des flux qui rentrent. La Seine, on a un historique de contamination assez chargé, qu'on voit dans des carottes, hein, qui ont été faites dans plusieurs projets. Là, on en a en cours avec l'Université de Rouen notamment, où on voit qu'en profondeur, il y a des zones où on a quand même des gros stocks de contaminants anciens, PCB, HAP, métaux, etc. Et la question qu'on se pose, eh ben, quel est le rapport entre ces stocks et ces flux quand on parle de projets de restauration écologique, quand on parle de dynamique de l'estuaire qui va changer avec le changement climatique, etc., etc. Tous ces questionnements-là et ce rapport stock-flux est vachement important pour nous en termes de mesures de gestion derrière, hein. Et le quatrième point, je vais vite, hein, pour couvrir différents trucs. Au-delà des contaminants, la question qu'on se pose, c'est, OK, on en a plein, c'est la spécificité saine, on a un peu de plein de choses, hein, mais quel est l'impact de ce cocktail de contaminants? Et on essaye d'aller de plus en plus vers de la biosurveillance, donc de la mesure de biomarqueurs ou enfin, sur des organismes en KG par exemple, ou de bioessais directement sur la matrice, pour dépasser un peu toutes nos familles de contaminants et regarder finalement plus la charge écotoxique qui est véhiculée par la Seine, à quel moment et quel impact ça peut avoir. Donc voilà globalement un peu les grands questionnements. On voit bien qu'il y en a plein de communs avec ce que vous faites, hein. Et du coup, c'est là où le partage est vachement intéressant, même si on est des milieux un peu différents, mais finalement, dans les questionnements et surtout les applications de protocoles ou de méthodologies mises en œuvre qui peuvent se nourrir et s'alimenter. Voilà pour mes réactions à chaud sur ces présentations, dont je vous remercie d'ailleurs. Merci beaucoup Cédric. Il y a donc des échanges entre le Rhône et la Seine qui ont déjà commencé et puis on espère qu'ils pourront se continuer. Désolé, le temps file. On arrive au bout du temps qu'on avait défini pour ce webinaire. Ce qu'on vous propose pour ceux qui le peuvent, c'est de rester encore un petit quart d'heure pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat, même si beaucoup ont déjà eu... j'ai un écho. Même si beaucoup ont déjà eu des réponses apportées directement dans le chat. Pas mal de questions sur le réseau de mesure, donc notamment dans les questions qui restent. Il y avait des questions sur l'arrêt des stations temporaires sur le Haut-Rhône, le Guiers, la Bourbe, Brelin. Est-ce qu'elles ont été interrompues parce que la contribution de ces affluents a été estimée comme plus faible, y compris en crue ou en étiage? Est-ce que vous avez une réponse à ça, Fabien, notamment? Alors, je pense que la plupart d'entre elles, c'était une question d'opportunité, en fait, quand on les a mises en place. Enfin, notamment le Guy et la Bourbe. Il y avait notamment la thèse de Céline Bégor qui travaillait avec des données sur ces stations. J'en parlerai très mal parce que je n'ai pas suivi son travail. Pour l'un, on a fait deux phases d'observation
qui ont montré qu'il y avait du transport sédimentaire. Dans le cadre du projet actuel, du projet OSR7 actuel, on parle on s'y réintéresse en fait. L'Ain, c'est quand même un affluent majeur du Rhône, le quatrième de par son débit, je pense. Donc, on n'exclut pas de s'y intéresser à nouveau en fait. Mais je dirais que cette question, au passage, elle est presque opportune pour remercier un peu tout le monde qui travaille sur ce réseau. On a 19 stations, aussi bien celles des partenaires, voilà, comme CNR, EDF, comme l'a mentionné Sylvain, mais également, il y a beaucoup de monde derrière qui travaille à la maintenance de ces stations, à la collecte des échantillons et des analyses, quoi, en fait. Donc, il faut faire des choix. Merci Fabien. Il y avait une question aussi sur le réseau, sur les essais de suivi pour les PFAS et les microplastiques. Est-ce qu'il y a des stations privilégiées et où est-ce que se situent ces essais? C'est plus pour toi, Jérôme. Oui, en fait, ce qui se fait depuis quelques années maintenant, ce sont les travaux du collègue Brice Mourier, qui ne travaille pas sur les mêmes types d'échantillons que ce qu'on a présenté aujourd'hui, puisqu'il travaille sur des carottes dans des zones de dépôt relativement monotones et idéales pour tracer des historiques de contamination en analysant les sédiments. Donc ça existe déjà dans des rapports de l'OSR relativement récents et actuels, au cours de l'OSR actuel. Et ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, bah, effectivement, en termes de contamination, il y avait aussi la question à l'instant des échanges entre phase particulière et phase dissoute. Et c'est justement cette question-là qu'on se pose vis-à-vis des PFAS. C'est est-ce que dans des exercices, des opérations de redynamisation de berges ou de lâcher, d'abaissement du niveau des barrages, etc. Lorsque des événements extrêmes se produisent, est-ce que les contaminants hérités dans le sédiment de berge ou le sédiment au fond du lit peuvent être remobilisés et repassés en phase dissoute? Donc voilà le genre d'expérience qu'on mène actuellement, enfin que je mène actuellement au CRH, à travers un couplage terrain-laboratoire en fait. Parce que la remobilisation dans la phase dissoute, bah, ce sont typiquement des expériences qui peuvent se réaliser en laboratoire. Donc à la fois, on va faire un bilan de ces PFAS sur le terrain, en amont et en aval des opérations, des chantiers, mais également essayer de comprendre les mécanismes de dynamique des contaminants au laboratoire. Très bien, merci Jérôme. Il y avait des questions ensuite sur les méthodes d'évaluation des flux. Est-ce qu'on a une estimation des incertitudes de concentration polluants versus les concentrations en MES? Donc une mise en relation des incertitudes sur les deux types de mesures de suivi. Ça, c'est dur. Tu veux commencer sur les MES, Fabien? Bah, effectivement, je confirme, la question n'est pas simple. À ma connaissance, c'est des travaux qui ont plutôt à figurer dans nos perspectives, parce que j'ai pas connaissance de travaux avancés dans le domaine, en fait, ou pas de résultats, quoi, du moins, en fait, au niveau des flux de MES. Au niveau des flux de contaminants, je sais pas, je te repasse la main. Non, mais j'ai envie de dire, en fait, la seule barre d'erreur que l'on maîtrise, c'est celle de notre instrument de mesure, qui quantifie les contaminants dans la fraction solide. En l'occurrence, elle est très, très faible, cette barre d'erreur, on la maîtrise, c'est de l'ICP-MS, c'est de l'analyse d'éléments traces. Donc ça, on a des excellents recouvrements, mais en fait, c'est pas ça qui est limitant dans l'incertitude des flux qui sont présentés aujourd'hui. Ce sont je dirais que ce sont plutôt toutes les inconnues qui font que notre bilan ne boucle pas. Donc ces échanges entre solide et liquide, la dégradation, la sédimentation, la resuspension, ouais, et les apports, que ce soit agricoles ou urbains, tout au long du continuum. Donc en fait, on n'a pas vraiment l'opportunité de creuser cette dépendance, cette sensibilité à la barre d'erreur, parce qu'on a encore trop, je pense, d'éléments inconnus euh, dont on ne connaît pas la contribution. Très bien, merci. Une question plus opérationnelle. Est-ce que on a, alors c'est une question de Béatrice Marty, faut que je la retrouve. Est-ce qu'on sait faire un lien entre les modalités de gestion des barrages en crue et l'impact sur le transport sédimentaire à partir du réseau de mesure? C'est pas une question peut-être pour CNR éventuellement, je sais pas Moi, je crois que malheureusement, si Sylvain.
Écoute, malheureusement, Sylvain a dû nous laisser. Ah, il a vu la question. On pourra la faire remonter. Euh, Pour, hop. pour ce qui est du... Alors, si on parle de matière en suspension, puisqu'ici on parle de matière en suspension et pas de l'étage supérieur qui sont le transport des sables, je ne veux pas dire que les barrages sont complètement transparents au transport de MES, mais malgré tout sont sans doute moins impactants vis-à-vis de leur transit, en fait, au travers au travers des ouvrages, en fait, je pense. Donc, je ne sais pas si c'est un des éléments de réponse. Après, la question telle qu'elle est posée, peut-être tend à parler plus du transport des fractions plus grossières. C'est pas forcément l'objet de la discussion du jour. Il y a justement pas mal de questions sur ces fractions plus grossières, notamment une question d'Elder Gouta, d'Artelia. Comment est traitée la présence des sables aussi dans la suspension? L'analyse concentration et calage est fait systématiquement avec la séparation de la partie inférieure à 63 microns, point d'interrogation. J'ai vu effectivement plusieurs questions dans le chat. Non, on ne fait pas de séparation. Alors, c'est peut-être quelque chose à mettre en place. Pour le moment, on ne le fait pas. J'ai regardé dans ce qu'on a fait depuis le début, c'est plusieurs milliers d'analyses de matière en suspension pour construire nos relations. Si on commence à faire, alors c'est coûteux en temps en fait. Voilà, c'est pas forcément un bon argument que de dire ça. Les turbidimètres ne voient pas passer ou très mal les fractions grossières en fait. Mais quand on fait nos analyses, effectivement, ils peuvent être présents dans les échantillons analysés. Ça biaise sans doute un petit peu les relations, probablement vers le haut, mais c'est très compliqué à mettre en place en fait ce type d'analyse. Alors, tu as fait passer, je pense, pendant la présentation, une référence en fait de 2013 en fait sur nos travaux sur l'impact de la mesure de, de la taille des particules sur la concentration en matière en suspension issue de chroniques de turbidité. Il y a un impact, c'est pas négligeable. En revanche, quand on raisonne à l'échelle des flux, il y a j'aurais presque envie de dire, il y a des coups gagnants, des coups perdants, en fait, et à l'échelle euh, annuelle, ça se compense. À l'échelle de l'événement, par contre, on peut commettre des erreurs, effectivement. Pour la question des sables et de la mesure des flux de sable, je vous invite aussi. Le premier café OSR avait été consacré à cette question des sables et donc j'ai mis le lien vers le replay. Écoutez, je pense qu'on a fait entre les réponses écrites et les réponses orales, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si jamais on en a oublié, on y répondra. Je pense que Jérôme et Fabien pourront y répondre éventuellement par écrit. Euh, Absolument, n'hésitez pas. voilà. Bah écoutez, je vous propose d'arrêter ce café OSR maintenant. Merci à toutes et tous pour votre participation. Un grand merci Fabien, Jérôme pour la présentation, Cédric et Sylvain pour la discussion. Et puis donc le prochain café OSR portera sur le transport solide, la charge de fond et le suivi de la charge de fond dans le Rhône. Et donc c'est les équipes d'EVS qui feront cette présentation. Voilà, mais on vous tiendra informé par mail. Merci à tous et puis on vous informera aussi quand le replay sera à disposition. Bonne journée et bon après-midi. Merci, au revoir.